Bonjour tout le monde, bon matin, très content d'être ici en cette heure matinale. It's a pleasure to be here today. D'ailleurs, avant de débuter, comme la Banque du Canada est une institution bilingue, simplement pour vous dire qu'il y aura certains passages du discours aujourd'hui qui seront en anglais. Donc, j'ai fait très souvent de la randonnée, du camping, du ski dans les cantons de l'Est, en Estrie, mais je dois avouer que c'est la première fois que j'ai vraiment le temps de passer 2 jours à Sherbrooke. Donc, je vais bien profiter. Je suis impatient de profiter de mes 2 journées dans votre belle ville. Donc, comme Bruno l'a mentionné, je suis sous-gouverneur externe à la Banque du Canada ainsi que professeur à HEC Montréal. Donc, à titre de sous-gouverneur, je fais partie du conseil de direction à part entière et donc je prends part à toutes les discussions entourant la politique monétaire et la stabilité financière. Au moment de créer un poste externe, parce que je suis le premier sous-gouverneur externe, l'objectif de la Banque était d'obtenir une perspective fraîche de la part de quelqu'un qui, 1, ne venait pas du milieu des banques centrales, et 2, idéalement, s'y connaissait quand même un peu en économie. Donc, la bonne nouvelle, c'est que mes recherches et mon expérience en enseignement s'avèrent en effet très utiles pour mon rôle à la Banque. Cela dit, je vais être honnête avec vous, j'ai dû en apprendre beaucoup depuis mon arrivée à la Banque en mars 2023. C'est le cas en particulier à propos du sujet de mon discours d'aujourd'hui, c'est-à-dire le processus qui mène aux décisions entourant les taux d'intérêt. Au début du mois, face au progrès dans notre lutte contre l'inflation, la Banque a annoncé une 3e baisse de son taux directeur de 25 points de base, le faisant passer de 5 à 4,25 %. Je ne vous surprendrai pas en vous disant que ces annonces-là sont pas mal plus agréables que les annonces sur les hausses. Il faut dire que les décisions de la Banque ont généré beaucoup d'attention, d'intérêt et de débat ces dernières années. Et c'est tout à fait normal. Nos actions ont un impact sur tout le monde à plusieurs niveaux. Et on en est très conscient. On sait que les ménages sont préoccupés par le coût de la vie, le renouvellement de leur hypothèque, le prix des logements et des loyers et le fait que les emplois se font plus rares. Étant donné l'importance de nos décisions, elles ne doivent donc pas être prises à la légère. Et 18 mois après mon arrivée à la Banque, je peux vous confirmer qu'elles ne le sont pas. Nos annonces de taux sont fondées sur énormément d'analyses et de réflexions. But how are decisions reached? What does the process look like exactly? Since becoming deputy governor, I have often been asked those questions. Generally speaking, there is considerable interest in our work and our responsibilities. That's why the bank puts a lot of effort into making monetary policy understandable for everyone by explaining it in clear and simple terms. You can find detailed information on the bank's website explaining our work and our decision-making process. We want people to understand what we do and why. Juste mentionner que... OK, ça fonctionne, d'accord. C'est pas clair que ça fonctionnait de ce côté-ci. Mais malgré tous nos efforts, la réalité est que le grand public en sait très peu sur notre fonctionnement et sur les étapes qui nous amènent à décider d'augmenter, de maintenir ou de baisser notre taux directeur. Et c'est probablement aussi le cas de plusieurs d'entre vous ici ce matin. Au fond, quand j'y réfléchis, c'est pas si surprenant. Même moi, en tant que macroéconomiste, avant d'arriver en poste, j'en savais peu sur le processus décisionnel de la Banque du Canada. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous amener en coulisses et de vous parler de ce qui se passe derrière les portes closes, les étapes du processus, les sources de données qu'on utilise, l'élaboration de nos projections, mais aussi les débats, les divergences d'opinion et les façons d'en arriver à un consensus. Comme vous allez le réaliser, prendre une décision de politique monétaire est un peu plus compliqué que de simplement peser sur un bouton pour attendre que l'ordinateur fasse ses calculs puis tout se mette en place. Je vais également vous parler du côté un peu plus personnel de la chose, de ce qui m'a surpris et de ce que j'ai appris à travers mon expérience. Tout d'abord, laissez-moi débuter par un résumé du fonctionnement de la politique monétaire. Maintenant, là, il est 8 heures du matin environ, on va se détendre, pas de stress, pas de cours de doctorat ici, je vais garder ça le plus simple possible. D'accord? Donc, l'objectif au cœur du mandat de la Banque, comme vous le savez probablement, c'est de maintenir l'inflation à un niveau bas, stable et prévisible, c'est-à-dire la cible de 2 %. L'outil principal dont elle dispose pour le faire est son taux directeur. Quand le taux directeur fluctue, ça a un effet sur plusieurs autres taux d'intérêt dans l'économie, comme par exemple les taux hypothécaires ou les taux sur les prêts pour les entreprises. Donc, si en réponse à un taux d'inflation trop élevé, la banque monte son taux directeur, le coût de l'emprunt augmente. Cela fait baisser la demande parce que les gens ont moins d'argent à dépenser pour des choses comme des sorties au resto ou des vêtements et les entreprises repoussent certains projets. Quand l'activité ralentit,
L'inflation baisse, ce qui indique que la politique monétaire fonctionne. En gros, c'est ça. C'était pas si pire que ça. Bon, il faut que je sois honnête ici. Tout ça peut paraître bien simple en théorie, mais c'est un peu plus compliqué en pratique. Premièrement, parce que nos actions n'ont pas un impact immédiat. Je suis sous-gouverneur depuis 18 mois, ce qui correspond en gros au temps qu'il faut pour observer le plein effet de la politique monétaire sur l'inflation. Donc, une autre façon de dire ça, c'est qu'on en est rendu à peu près au point à savoir maintenant si j'étais une bonne embauche ou non. Okay. Plus sérieusement, ce que ça veut dire, c'est que parce qu'on prend toujours des décisions pour l'avenir, on doit beaucoup se fier à nos prévisions économiques. In addition, the impacts of our decisions are complex and uncertain. Much like companies that must face many unknowns when deciding to adopt a new technology, the bank also must make choices in the face of high uncertainty. This is why it's important to have good information and good advice. To get the best possible understanding of the economic situation, Governing Council members have access to an extremely large number of data sets, analysis, and points of view. Lorsqu'on me demande de résumer l'essence même du travail de sous-gouverneur, je réponds souvent que je suis un peu comme un gros agrégateur d'informations. Avec mes collègues, mon rôle est de mettre en place toutes les pièces du puzzle pour en arriver à une décision éclairée. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer ce que ça veut dire de manière tangible. Chaque année, la Banque prend 8 décisions de politique monétaire, ce qui veut dire que 8 fois par année, la Banque doit décider de monter, de maintenir ou de baisser son taux directeur. De ces 8 annonces, 4 coïncident avec la publication du rapport sur la politique monétaire, ou RPM pour les intimes, comme celle de juillet dernier. Le RPM brosse un portrait de l'économie mondiale et canadienne, que ce soit au niveau de la production et des dépenses du marché du travail et bien sûr de l'inflation. Il contient aussi notre projection quant à la croissance et à l'inflation et aux risques qui l'entourent à un horizon de 2 ans. Ça marche. Ça ne marche pas. Parfait, ça marche. Le processus entourant nos décisions commence environ 1 mois avant l'annonce. À ce moment-là, le personnel de la Banque présente au conseil de direction sa projection économique. C'est ce qu'on appelle le scénario A. Il est fondé sur nos modèles macroéconomiques, nos enquêtes, ainsi que nos analyses sur différents secteurs et composants de l'économie, sur la stabilité financière et sur l'activité dans les marchés financiers. Bref, étant donné qu'on n'a pas de boule de cristal, on se fie aux données récentes et à nos modèles de projection pour nous projeter dans l'avenir. Pendant plusieurs heures, on débat entre nous des hypothèses et des risques entourant la projection, ainsi que d'autres scénarios préparés par le personnel. La prochaine étape a lieu une dizaine de jours plus tard. À cette réunion, les conseillers et les économistes de la Banque nous présentent le scénario B, c'est-à-dire la projection révisée à la suite de nos commentaires et, s'il y a lieu, des nouveaux développements depuis le scénario A. C'est à cette projection qu'on se fie pour prendre notre décision de taux d'intérêt. Pour ce qui est des autres annonces, comme celle d'il y a 2 semaines, en septembre, plusieurs étapes sont semblables, mais il y a 2 différences majeures. 1, nous ne publions pas de RPM, et 2, nous ne faisons pas de nouvelles projections. Le personnel fait plutôt un compte-rendu des nouvelles données qui sont sorties depuis la dernière décision et de la façon dont l'économie dans son ensemble a évolué par rapport à nos attentes. Ce qu'il faut mentionner, ce qui est important de comprendre, c'est que même si l'étendue de l'information à laquelle on a accès est différente entre les décisions avec ou sans RPM, toutes les décisions ont la même importance de notre point de vue. Dans tout ce processus, les chiffres de Statistique Canada sur l'inflation, le PIB, l'emploi sont évidemment inestimables pour nous guider dans nos décisions. Mais ils ont aussi leurs limites. De 1, leur caractère agrégé ne nous permet pas de bien apprécier la variété des expériences vécues par la population canadienne. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps à creuser les données de manière détaillée, afin d'analyser ce qui vous inquiète et vous affecte au jour le jour. Les loyers, les prix des maisons, les renouvellements d'hypothèques, les prix en épicerie ou à la pompe, le temps que ça prend pour trouver un emploi et j'en passe. Tous ces éléments nous aident à déterminer la trajectoire de l'inflation, c'est-à-dire du coût de la vie, dans les mois et les années à venir. De 2, les données pures sont naturellement tournées vers le passé. C'est la raison pour laquelle la Banque mène chaque trimestre des enquêtes sur les perspectives des entreprises et sur les attentes des consommateurs. La nature qualitative et prospective de ces enquêtes nous permet de découvrir différents points de vue sur l'évolution future de l'économie et de brosser un portrait plus nuancé de l'activité économique.
D'ailleurs, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous ici présents qui ont déjà répondu à nos enquêtes. Et si c'est le cas, merci pour votre contribution à la politique monétaire. We also engage with the public through various outreach activities. The bank needs to hear from a range of participants in the economy to understand what is really happening on the ground. Meeting with businesses, community groups, and other organizations gives us an opportunity to listen, learn, and deepen our understanding of their situation. The knowledge we gain helps us make sense of the statistical data and contributes to our projections. It also gives us an opportunity to explain the role of the bank to Canadians. Aller à la rencontre du public est d'ailleurs ce que je compte faire durant mon passage à Sherbrooke. Entre autres, j'aurai la chance de participer à une table ronde à Entreprendre Sherbrooke, d'échanger avec des étudiants d'université et de rencontrer des élus locaux. Des fois, nos activités de rayonnement ont des conséquences inattendues. Par exemple, le printemps dernier, j'étais en visite à Rimouski, la ville où j'ai grandi. Et après quelques entrevues dans les médias locaux, j'ai reçu des messages d'amis d'enfance que je n'avais pas vus depuis des décennies. Comme quoi, il fallait que je devienne sous-gouverneur pour renouer avec mon passé. Je vais faire une parenthèse ici. Comme vous le voyez, on est à l'écoute de beaucoup de monde. Mais je dois insister sur le fait que la banque prend seule ses décisions de politique monétaire. Cela a pour effet de la protéger des objectifs politiques à court terme, ainsi que de l'influence des groupes de pression. L'indépendance d'une banque centrale est encore plus importante lorsque les décisions sont difficiles, comme ça a été le cas ces dernières années. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il faut croire que je suis prof pourtant. Hein? La prochaine étape du processus a lieu environ une semaine avant la décision. Il s'agit de la réunion des risques et recommandations. C'est l'occasion pour les conseillers et les représentants des départements économiques de faire connaître leur point de vue et de débattre du pour et du contre d'une hausse, d'un maintien ou d'une baisse du taux directeur. Le tout se termine par un grand tour de table où chacun livre sa recommandation pour la décision et ses arguments. Comme vous pouvez le constater, on ne manque pas de conseils et d'opinions. Si la décision est au bout du compte de la responsabilité du conseil, elle est réellement le fruit d'un énorme travail d'équipe. Une fois que les membres du conseil ont reçu et étudié les analyses et les avis, ils s'assoient à l'abri des regards pour évaluer la situation dans son ensemble et en arriver à une décision. Laissez-moi maintenant prendre quelques instants pour vous expliquer comment ça se passe dans les coulisses. Avant de discuter du déroulement de délibération, il faut que je vous révèle un secret. Donc, à Ottawa, à la Banque du Canada, derrière une porte en bois massif se trouve une salle de réunion nommée en l'honneur du troisième gouverneur de la Banque du Canada, Louis Rasminski. C'est dans cette pièce que j'appelle personnellement affectueusement la chambre secrète que se tiennent toutes les discussions entourant les décisions de taux. Il s'agit d'une salle sécurisée où les stores sont toujours baissés et je peux vous dire qu'il faut montrer patte blanche pour y entrer. Une fois qu'on y est, aucune communication n'est permise avec le monde extérieur et l'utilisation des appareils électroniques est strictement encadrée. Comme vous voyez, quand on parle de délibération secrète, ce n'est pas des blagues à la Banque du Canada. La Banque prend en effet la sécurité très au sérieux et avec raison. Des fuites pourraient entraîner des conséquences importantes. Après tout, plusieurs parties prenantes attendent nos décisions avec impatience, notamment les marchés financiers. Bon, alors maintenant, parlons un peu de ces fameuses délibérations. Donc concrètement, une fois que tous les membres du Conseil sont dans la salle, le gouverneur ouvre la réunion. C'est lui qui préside la séance et qui guide la conversation. Lors du premier tour de table, il donne la chance à chacun des membres de donner son opinion sur l'évolution de l'économie mondiale et canadienne et sur les perspectives entourant la croissance et l'inflation. Je vous révèle autre chose. Les sous-gouverneurs prennent généralement la parole en ordre inverse de seniorité au sein du Conseil, entre autres pour éviter que les nouveaux soient influencés par les anciens. Ensuite, c'est au tour de la première sous-gouverneure et du gouverneur de donner leur point de vue, ce qui suscite d'autres discussions. Puis on passe au deuxième tour de table. C'est le moment pour chacun d'entre nous d'exprimer notre avis sur la politique monétaire et de débattre de la décision à propos des taux. Je pourrais être clair, ce processus n'est pas coulé dans le béton. Le contenu et la forme de nos discussions s'adaptent à la situation du moment, selon ce qui nous préoccupe le plus en termes de conjoncture économique et de risque. Par exemple, lorsque je suis arrivé en poste en mars 2023, certaines banques régionales américaines venaient de faire faillite. Les questions de stabilité financière ressortaient donc naturellement beaucoup dans nos discussions. Les derniers mois, c'est plutôt la ténacité des pressions inflationnistes au niveau du logement et de certains autres services qui a occupé une place importante dans nos délibérations.
Mais après toutes ces délibérations, comment en arrive-t-on à une décision? Maintenant, contrairement à d'autres banques centrales où les membres votent, comme la Banque fédérale américaine, par exemple, ou la Banque d'Angleterre, la Banque du Canada prend ses décisions par consensus. On doit donc se mettre d'accord sur la marche à suivre, même si on entre dans la salle Rasminski avec différents points de vue. Parce que non, on ne partage pas toujours le même avis sur tout. In fact, it's completely normal that members have differences of opinion. After all, each member of Governing Council has distinct expertise stemming from their past experiences and educational background. But the diversity of our expertise is exactly what makes it possible to have detailed and constructive discussions that lead to informed decision-making. Alors, comment est-ce qu'on en arrive, au bout du compte, à forger un consensus malgré nos différences? C'est là que le processus organique de nos délibérations devient important. Donc, dans certains cas, les interventions des autres nous amènent à affiner ou à même revoir notre lecture des données. D'autres fois, des collègues soulèvent des points ou mettent en lumière des dimensions qui ne nous étaient pas encore venues en tête. D'ailleurs, c'est là, selon moi, une des forces de notre processus décisionnel. La nécessité d'en arriver à un consensus nous oblige à porter réellement attention à la diversité d'opinions au sein du Conseil, puis à discuter entre nous afin de trouver une position commune. Il faut aussi réaliser qu'atteindre un consensus ne veut pas dire que tous les membres du Conseil doivent avoir des points de vue similaires sur l'évolution de l'économie et des taux d'intérêt dans les mois à venir. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils arrivent à s'entendre sur la décision du moment, la meilleure décision à prendre à un moment précis dans le temps. De toute manière, la réalité est qu'au fur et à mesure que de nouvelles données sont publiées et que de nouveaux éléments pertinents deviennent disponibles, ces divergences d'opinion ont tendance à s'estomper avec le temps. Whatever shape the deliberations take, I can assure you that everyone around the table is always very conscious of the weight of these decisions. I fully felt this weight myself in June 2023, when I participated in my second round of monetary policy deliberations. Durant l'année précédant mon arrivée, la Banque avait augmenté le taux d'intérêt de manière vigoureuse pour s'attaquer à la forte inflation, de 1,25 à 4,5 %. Au début de 2023, la Banque a indiqué qu'elle allait prendre une pause pour évaluer l'incidence des hausses de taux sur l'économie et l'inflation. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça prend un certain temps avant de voir l'effet complet des hausses de taux sur l'économie. Mais les dernières données nous montraient que l'économie avait été plus énergique que prévu au premier trimestre et que le taux d'inflation avait légèrement augmenté. Face à ces développements, on en est arrivé à la conclusion qu'il nous fallait monter de nouveau le taux directeur. À la fin de nos délibérations du vendredi après-midi, parce que l'annonce est toujours le mercredi, donc le vendredi précédent, à la fin des délibérations cet après-midi-là, le gouverneur nous a dit « Partons maintenant chacun de notre côté pour la fin de semaine. Laissons décanter cette décision, puis on va revenir lundi matin à tête reposée pour en rediscuter entre nous. » C'est durant cette fin de semaine-là que j'ai pris pleinement conscience de la responsabilité qui venait avec mon nouveau poste. Des discussions autour de la politique monétaire, j'en ai eu de nombreuses fois durant ma carrière académique, que ce soit avec des collègues ou avec des étudiants. La différence, c'est qu'en tant que sous-gouverneur, ces discussions ne sont plus abstraites et théoriques. J'ai réalisé à ce moment-là que j'étais désormais une des 6 personnes dont la décision aurait un impact direct sur les coûts d'emprunt de millions de personnes comme vous, d'entreprises comme les vôtres. Croyez-moi, quand je vous dis que c'est une prise de conscience qui donne un peu le vertige et force l'humilité. Une chose qui va peut-être vous surprendre, en tout cas moi qui m'a surpris quand je suis arrivé en poste, c'est que le rôle du conseil de direction ne s'arrête pas au moment où la décision est prise. Communiquer les raisons qui l'ont mené à trancher est presque aussi important que la décision elle-même. Avec l'aide de l'équipe de communication, tous les membres participent activement à l'élaboration des messages clés et à la rédaction des communiqués de presse et des déclarations préliminaires. Si vous saviez le temps qu'on passe à réfléchir à la façon de bien se faire comprendre et à essayer de trouver le mot juste, et ça dans les 2 langues. During my time at the bank, I've come to understand that conveying a nuanced picture of what is happening in the economy is not always an easy task. For example, at the July decision, we stated that downside risks to inflation were becoming increasingly important in our deliberations. Some people at the time interpreted this as meaning that we believed downside risks had strengthened. But what we intended to communicate at the time was that with a 2% target in sight, we needed to give increased consideration to the risk that inflation could fall below the target. As you can see, subtleties affect the way our words can be interpreted, which makes the way we choose them all the way more important.
I'd like to think that all the years of explaining complex concepts to my students have given me a lot of practice in this regard. Même si je suis en poste depuis peu, j'ai déjà pu constater à quel point l'approche de la banque au niveau des communications est en constante évolution. Traditionnellement, seules les décisions avec un rapport sur la politique monétaire étaient accompagnées d'une conférence de presse. Depuis cette année, c'est le cas pour chacune des 8 annonces de taux. Ça nous donne l'occasion d'expliquer systématiquement au public notre lecture de l'économie et le raisonnement qui a mené à la décision. De plus, après l'annonce, les membres du Conseil offrent des séances d'information et font régulièrement des entrevues dans les médias. Enfin, depuis janvier 2023, un résumé des délibérations est publié en ligne 2 semaines après chaque décision. Celui-ci fournit plus de détails sur notre lecture de la conjoncture économique et des risques entourant les perspectives d'inflation. Il expose aussi les éléments sur lesquels il y avait convergence d'opinion et les sujets qui ont suscité plus de débats parmi les membres du Conseil. Le résumé des délibérations de septembre a d'ailleurs été publié hier. Donc, vous voyez, là, vous savez quoi lire ce soir avant de vous coucher. Lastly, the bank is always looking for new ways to communicate and for new channels to reach the widest audience possible. That's why the bank has accounts on YouTube, X, Instagram, Facebook, and LinkedIn, so just follow us. C'est maintenant le temps de conclure. J'ai participé à 12 décisions jusqu'à maintenant. Dès mes premiers jours à la banque, j'ai toujours senti que mon regard externe et mes connaissances étaient non seulement utiles pour mon travail, mais aussi valorisés par mes collègues du Conseil et par l'institution dans son ensemble. I truly feel I'm contributing to the mission of a rigorous and conscientious institution that is mindful that its credibility is directly linked to the effectiveness of its actions. Cette crédibilité, elle se mérite. Cette crédibilité, elle repose sur la confiance que nous porte la population, sur sa conviction que nos actions, même lorsqu'elles sont difficiles pour celles et ceux qu'elles touchent directement, sont dictées par notre promesse de leur offrir une inflation faible, stable et prévisible. Vous savez, la Banque est tout à fait consciente de ses responsabilités envers la population canadienne. Des responsabilités de rigueur, de professionnalisme, d'humilité, d'honnêteté et de transparence. Voilà les ingrédients dont elle a besoin pour maintenir la confiance du public. Et c'est à cet impératif de transparence que j'ai voulu contribuer aujourd'hui en vous parlant de notre processus de décision. C'est ce processus qui nous a permis de traverser bien des tempêtes par le passé, que ce soit une récession, une crise économique et même une pandémie. Et il nous aidera à tenir notre promesse envers la population de ramener et maintenir l'inflation à la cible. Cela restera toujours la meilleure façon pour nous de soutenir l'économie canadienne. Merci. Thank you. Merci. Ça va être la période des questions. J'ai 2 questions pour M. Vincent. Si des gens dans la salle en ont, on va les prendre après. N'hésitez pas, c'est votre chance. C'est une occasion unique. M. Vincent, ma première question. Le préambule de la loi sur la banque, le préambule de la loi sur la Banque du Canada décrit la raison d'être de la Banque centrale comme étant de réglementer le crédit et la monnaie dans l'intérêt de la vie économique de la nation. Nous savons qu'autant le gouvernement fédéral et que la Banque du Canada intervient de façon indépendante et continue dans l'économie canadienne. La question est donc de savoir comment la Banque centrale et le gouvernement trouvent le moyen de faire concorder leurs objectifs et actions quant à l'établissement de conditions économiques favorables au bon déroulement des affaires au Canada. C'est une très bonne question. Merci beaucoup. Je pense qu'au départ, ce qu'il faut comprendre, c'est ça, c'est qu'on a des objectifs au bout du compte qui sont différents à certains niveaux. L'objectif de la Banque du Canada, c'est, comme je l'ai dit, de maintenir une inflation faible, stable et prévisible. C'est vraiment ça notre objectif principal. Et donc, on met en action tout ce qui est nécessaire, nos décisions de taux, et ainsi de suite, pour y arriver. Quand on parle du gouvernement, ils ont évidemment des objectifs très différents. Ils ont beaucoup plus d'objectifs à un certain niveau. Donc, il y a le côté politique, le côté économique, il y a aussi le côté social, le côté environnemental, et ainsi de suite. Donc,
ils font face à certaines priorités, ils prennent les actions sur la base de ces priorités-là, et de la même façon que nous, on prend nos décisions sur la base des perspectives d'inflation. Non, je pense que dans tout ça, ce qui est important, puis je reviens un peu à ce que je dis dans le discours, mais ce qui est important de réaliser, puis je pense qu'il faut que j'y insiste, c'est que bien sûr, ce sont deux entités publiques, mais la Banque du Canada prend ses décisions de façon entièrement indépendante du gouvernement. Donc, oui, il y a certaines discussions, dans le sens qu'il y a des échanges d'informations entre la ministre des Finances et le gouverneur de la Banque du Canada. C'est d'ailleurs quelque chose qui est dans la loi sur la banque, il doit y avoir ces discussions, mais c'est des échanges d'informations. Au moment de prendre la décision, la Banque du Canada prend sa décision, comme je l'ai expliqué dans le discours, à travers les délibérations, les analyses du conseil de direction. Merci. Merci. Ma deuxième question, c'est nous constatons qu'il y a un décalage entre le taux directeur de la Banque du Canada et celui de la Réserve fédérale des États-Unis. Le taux canadien est actuellement établi à 4,25. Hier, le taux américain est baissé de 0,5 %, maintenant à 5 %. L'indice des prix de la consommation pour les 12 derniers mois en août 2024 au Canada était de 2 % et il est de 2,9 % aux États-Unis. Comment pouvez-vous expliquer le décalage entre les deux taux directeurs? Donc, c'est certain que, bon, écoutez, c'est notre gros voisin du Sud, hein, donc on est connecté par nécessité. Donc, nos économies ont tendance à évoluer souvent un peu de la même façon, mais si on regarde la différence avec entre les États-Unis et le Canada, les États-Unis ont connu un sommet de l'inflation qui est plus élevé qu'au Canada. D'accord? Donc, ils ont ressenti le besoin de resserrer la politique monétaire de manière plus importante, donc d'augmenter les taux plus qu'au Canada. Maintenant, ils sont dans une situation aussi où, si on regarde un peu la performance économique en termes de croissance aux États-Unis dans les derniers trimestres, ils ont bien fait. Donc, c'est une croissance qui est plus élevée que chez nous. Il y a plusieurs facteurs derrière ça. Donc, d'un côté, il y a des raisons de croire que la politique monétaire a plus de traction au Canada qu'elle n'en a aux États-Unis. Donc, si on pense juste, par exemple, à la structure de notre marché hypothécaire. Donc, au Canada, la population, les détenteurs d'hypothèques ont des hypothèques en général entre variables et 5 ans. Alors qu'aux États-Unis, l'hypothèque typique, c'est une hypothèque de 30 ans. Donc là, il y a une augmentation des taux, ça prend beaucoup plus de temps à se répercuter dans l'économie américaine qu'en l'économie canadienne. Donc ça, c'est un des facteurs. Un autre facteur, peut-être, sur lequel je pourrais mentionner, c'est la question de la productivité. Okay? Donc, on entend beaucoup parler de ça au Canada ces temps-ci. Bien, il faut savoir que la performance de la productivité aux États-Unis a été une bonne performance ces dernières années, ces derniers trimestres, contrairement au Canada. Ce que ça veut dire, c'est que l'économie américaine, au fond, peut croître d'un certain côté plus rapidement sans créer de pression inflationniste. Donc, leur politique monétaire est prise sur la base de leur situation économique, le développement au niveau de l'inflation, de la même façon que nous prenons des décisions de politique monétaire sur la base de ce qui se passe au Canada, évidemment toujours en regardant un œil sur l'évolution de l'économie américaine, puisque c'est notre plus important partenaire commercial. Merci. J'ai une sous-question à propos du troisième partenaire de l'entente Canada, États-Unis et Mexique. Le taux directeur de la Banque centrale du Mexique est à 10,75, celui de l'inflation à 5,57 et le taux de chômage à 2,9. Qu'en est-il de l'influence existante ou inexistante de ce qui se passe dans ce pays? Donc, c'est certain que le Mexique, étant un des 3 partenaires de l'accord de libre-échange nord-américain, est un pays qu'on regarde à l'œil, qu'on analyse. Donc, à la Banque du Canada, quand je parlais, par exemple, dans le discours de l'analyse économique, ainsi de suite, on a plusieurs départements. Hein. Donc, il y a un département qui s'occupe de l'économie canadienne, un département qui regarde plutôt les marchés financiers. Il y a un département international, donc qui suit l'évolution de l'économie internationale par bloc. Donc, une équipe qui est attitrée au bloc américain, européen. Et donc, on a une équipe qui regarde l'économie du Mexique, qu'est-ce qui se passe là-bas, comme on regarde d'autres endroits. Évidemment, le Mexique étant un partenaire commercial important du Canada, on y prête une attention particulière d'un point de vue de commerce international. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Présent. On va essayer d'y aller doucement. Merci pour votre exposé. Simon Jacques d'Investissement Québec. Pourriez-vous nous expliquer comment vous prenez compte du prix de l'énergie
dans le fond, dans l'inflation, parce qu'on sait qu'il y a le taux d'inflation avec l'énergie, il y a le taux d'inflation sans l'énergie. Puis si on parle de l'essence, puis bon, on regarde au niveau géopolitique, on n'a pas vraiment le contrôle dans bien des cas là, sur ce qui se passe au niveau justement du prix du baril de pétrole, là, par exemple. Bien, on le sent rapidement là, à la pompe. Donc, comment est-ce que vous prenez ça en compte dans vos analyses pour établir une augmentation, une baisse des taux? Alors, c'est une excellente question. Donc, c'est certain que du point de vue de la loi sur la banque, notre objectif, c'est par rapport à l'inflation totale, qui inclut le prix à l'essence, donc le prix de différentes formes d'énergie. Mais nous, quand on regarde la situation de l'inflation, on regarde un grand éventail d'indicateurs, d'accord? Et parce que l'idée, c'est vraiment de savoir où en sommes-nous en termes de pression inflationniste, de manière généralisée, et non pas les pressions sur l'inflation qui sont dues à un facteur, une composante en particulier. Donc, au niveau de l'énergie, c'est un cas qui est bien connu en politique monétaire. Le problème, un peu d'énergie, c'est un élément qui est très volatile, d'accord, qui bouge beaucoup. On peut avoir de fortes augmentations du prix à la pompe, suivies d'une baisse très, très rapide, et ainsi de suite. On a eu de bons chiffres sur l'inflation au Canada. On a eu un 2 % et on a vu qu'une des raisons derrière cette baisse du taux d'inflation, c'était le prix de l'énergie. Donc, c'est très volatile. Donc, nous, c'est pour ça que quand on réfléchit un peu à où s'en va l'inflation, est-ce que l'atteinte de la cible, est-ce que notre sentier vers la cible est comment dire, durable? Est-ce qu'on pense y arriver puis être capable d'y rester? C'est pour ça qu'on regarde ce qu'on appelle les mesures d'inflation fondamentales, d'accord? Qui sont des mesures, au fond, qui éliminent, qui laissent de côté les éléments les plus volatiles qui forment le panier de l'indice des prix à la consommation. L'énergie est un de ces éléments volatiles-là. Donc, on regarde ça, on se dit, bon, en sachant que le taux d'inflation peut augmenter rapidement en raison des prix de l'essence, qu'est-ce qui se passe si on enlève les prix de l'essence, entre autres, ou qu'est-ce qui se passe si on enlève les éléments les plus volatiles? Donc, on a plein d'indicateurs comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'en prend pas compte. Il y a aussi les effets de seconde ronde, d'accord? Donc, si l'augmentation des prix de l'énergie, ensuite, a un impact sur, par exemple, les coûts de transport, et ainsi de suite, ils vont avoir, un effet sur d'autres composantes de l'IPC. Et donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'on va prendre compte dans notre analyse. Donc, on regarde ça de manière généralisée, c'est dans le contexte de où en est-on en termes de pression inflationniste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour. Avec la rétrospective des 4 dernières années, excusez-moi, Nicolas Mathieu, des Jardins d'entreprise, avec la rétrospective des 4 dernières années depuis le début de cette fabuleuse pandémie, de façon très large, parce que là, j'hésite à poser la question au professeur ou au sous-gouverneur, est-ce que vous pensez que les banques centrales ont un petit peu retardé avant de hausser les taux pour mieux contrôler l'inflation, dans ce cas-ci du pays, là, au Canada? C'est une excellente question. Je vais répondre du point de vue du sous-gouverneur avec des teintes de professeur. Non, c'est une excellente question, Nicolas. Ce que je dirais, c'est dans la responsabilité de la Banque du Canada que je disais en conclusion, il y avait la responsabilité d'humilité. Okay? Et je pense que ça, c'est très important pour les banques centrales, incluant la Banque du Canada, d'être humble, de reconnaître un peu où il y a eu des erreurs de prévision. Et on peut se dire que la Banque du Canada, comme plusieurs autres, presque toutes les autres banques centrales, plusieurs analystes, ont quand même sous-estimé les pressions inflationnistes en 2021 et 2022. Maintenant, et ça, c'est peut-être mon côté un peu plus professeur. Au bout du compte, comme je le disais dans mon discours, nous, ce qu'on essaie de regarder, c'est où s'en va l'inflation. Ce que ça veut dire, c'est qu'on doit se baser beaucoup sur des modèles de prévision. Ces modèles de prévision, c'est des gros appareils mathématiques, d'accord? Et comment est-ce qu'on détermine, comment est-ce qu'on construit ces appareils mathématiques? Comment est-ce qu'on a construit ces modèles-là? En gros, on se base sur le passé. D'accord? On regarde quelle a été la relation dans le passé entre cette variable-ci et cette variable-là, et ainsi de suite. On essaie de comprendre pourquoi. La pandémie était un événement, assez particulier. Hein, d'accord? Donc, dans nos échantillons statistiques, dans les données qu'on regardait dans le passé, on n'avait pas beaucoup de pandémies.
On n'avait pas beaucoup de tous ces problèmes de chaîne d'approvisionnement, de confinement, toutes ces choses-là qui étaient très spécifiques à cet épisode-là. Et donc, la réalité, c'est que nos modèles, à un certain niveau, n'étaient pas prêts. N'avaient pas les éléments en place pour bien comprendre l'évolution de l'inflation à ce moment-là. Maintenant, notre responsabilité, c'est toujours essayer de s'améliorer. D'accord? Et c'est pour ça que la Banque du Canada, comme d'autres banques centrales, travaille en ce moment sur des modèles pour justement dire quel était notre erreur, qu'est-ce qu'on a manqué à ce moment-là et comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Donc, à la Banque du Canada, il y a un travail très avancé déjà sur une nouvelle génération de modèles économiques qui prend en compte, par exemple, un rôle plus important des chaînes d'approvisionnement dans le modèle, des choses qui étaient relativement mineures dans les modèles macroéconomiques avant ça. Oui, donc, ou par exemple, le fait que dans certains épisodes, il est possible que les entreprises se mettent à changer leur prix beaucoup plus souvent qu'avant. D'accord? C'est une hypothèse qui était pour des raisons de simplicité, parce qu'évidemment, il faut toujours simplifier un peu, qui n'était pas nécessairement faite dans tous les modèles. Donc, voilà. D'autres questions? Olfa Latiri, je suis enseignante d'économie. Merci pour les places pour mes étudiants. Le point positif que j'ai trouvé à tout ça, à cette inflation et tout ça, c'est que ça a préparé toute une génération à comprendre c'est quoi l'inflation, le rôle de la Banque centrale, la Banque du Canada. Ils étaient avides de cette information. Et que c'est un côté positif. Avec la baisse des taux directeurs en ce moment, on s'en va où? Dans quelle direction? Certains économistes parlent de probable récession, on commence à parler de déflation aussi. Est-ce qu'on n'a pas peur que les investisseurs, justement, et les entreprises retardent leurs achats en disant le taux directeur va baisser, il va baisser encore plus, on va investir plus tard? Où on s'en va dans cette direction-là? C'est une excellente question. J'aimerais être certain de la réponse de tout ça. Mais non, mais comme je le disais un peu dans le discours, on doit se baser sur des modèles. On doit se baser sur les données et les modèles. Donc, on met en place des prévisions. Donc, on fait des prévisions. Le personnel nous a donné des prévisions au mois de juillet. Il va y avoir de nouvelles prévisions pour la décision d'octobre, la décision du 23 octobre, pour une nouvelle ronde de prévisions. Donc, nous, ce qu'on voit dans nos modèles, c'est qu'après une stagnation de la croissance à la fin 2023, deuxième moitié 2023, on a eu une certaine reprise de la croissance du PIB au Canada, autour de 2 à la première moitié de 2024, et on s'attend à avoir un regain à ce niveau-ci. C'est ce qu'on veut voir, d'accord? Au niveau de la banque, ce qu'on veut voir en ce moment, on ne veut pas voir plus de faiblesse dans l'économie. On a, de notre point de vue, dans le point de vue jargon économique un peu, on a assez d'offres excédentaires dans l'économie pour, selon nous, qu'on soit capable de revenir à la cible de façon durable. Donc, on veut voir un regain économique, on veut voir que les entreprises se remettent à embaucher et ainsi de suite. Donc, nous, on prend tout ça ensemble. On a, au-delà de la prévision en tant que telle, donc ce que je viens de vous dire, il y a évidemment, on considère les risques autour de cette prévision. Okay? Donc, on considère, on ne s'arrête pas juste à une prévision. On se dit, bien, qu'est-ce qui se passerait si? Okay? Donc, si on regarde, par exemple, le rapport de la politique monétaire de juillet dernier, on a mis de l'avant quelques risques potentiels. Il y en a évidemment plus que ça. On a parlé au niveau des risques à la baisse, la possibilité que les consommateurs canadiens, les ménages canadiens, faisant face à des augmentations de leur paiement hypothécaire, étant donné que les taux demeurent plus élevés qu'ils ne l'étaient en 2021, ralentissent au niveau de la consommation plus que ce qui est prévu dans notre projection de base. Donc, on met ça de l'avant. On essaie d'être le plus transparent possible par rapport à où sont nos points d'interrogation à un certain niveau. Au niveau international, d'accord, on voit au niveau de la Chine, par exemple, la croissance en Chine, la croissance intérieure en Chine, c'est un peu poussif dernièrement. Donc là, c'est aussi un des facteurs de risque. Dans l'autre sens, on parle des facteurs que l'inflation soit peut-être plus élevée que ce qu'on pensait. Ça pourrait être en raison des pressions sur le logement, ça pourrait être des pressions sur les prix de certains autres services, et ainsi de suite. Donc, tout ça pour dire que nous, selon nos prévisions, donc ce qu'on a dit, ce qu'on continue de dire, c'est qu'on peut s'attendre à voir plus de baisse de taux dans le futur. Et puis on reviendra donc avec de nouvelles données, de nouvelles informations au mois d'octobre pour revoir un peu quel est le portrait de l'économie aujourd'hui et pour les mois, trimestres et années à venir. Merci.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, ça mettra un terme à notre conférence. Je vous remercie beaucoup, M. Vincent, d'être venu. C'était une conférence très, très intéressante. Ah, excusez. Je pensais que Est-ce que c'est parce que ça va être une question méchante, puis tu t'es protégé? Je voulais pas trop allonger la rencontre, mais si je peux me permettre, Stéphane Cabana de la ville de Sherbrooke. Je me suis toujours posé une question et je me suis dit, avec vous devant nous aujourd'hui, peut-être qu'on aura la réponse. Le Canada est un grand pays et il y a des économies régionales qui sont pas toujours intégrées. Ils ont leur propre ligne de maturité. Hein. Donc, si on peut penser au marché immobilier, par exemple, qui vit pas au même rythme ou au marché d'économie primaire en Terre-Neuve, puis les sables bitumineux. Comment vous nous avez emmené en coulisses tantôt. Merci beaucoup. Comment font les sous-gouverneurs et gouverneurs pour discuter de ces éléments-là? Jusqu'où ça vient mélanger l'équation dans vos calculs? Ah, c'est une excellente question. Je vais aller dans le sens inverse, en fait. Je vais partir du moment de la décision. Donc, rappelons-nous que la décision, c'est à propos de quoi? C'est à propos du taux directeur. D'accord? Et que ce taux d'intérêt s'applique partout de la même façon au Canada. D'accord? Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au bout du compte, nos décisions doivent être faites sur la base de notre lecture de l'économie nationale. C'est ça qu'on va faire, c'est pan-canadien. Comme je l'ai dit aussi dans le discours, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas dans les données plus détaillées, qu'on ne regarde pas au niveau régional, au niveau sectoriel, et ainsi de suite, pour mieux comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe. Où sont les zones de croissance au Canada en ce moment? Quels sont les parties, par exemple, quels sont les segments de la population ou les segments des entreprises qui ont plus de difficultés? Donc, c'est plus une question d'utiliser toute cette information plus désagrégée afin d'avoir un meilleur portrait de l'économie nationale sur laquelle vraiment on doit se baser pour notre décision finale, mais aussi de où s'en va l'économie. D'accord? Donc, selon, par exemple, que la force de l'économie canadienne, la croissance en ce moment soit plus portée par le secteur de l'énergie ou le secteur manufacturier ou le secteur des services, va peut-être changer un peu notre vision de où s'en va la croissance, où s'en va l'emploi, ainsi de suite, pour les 12, 24 prochains mois. C'est plus dans ce sens-là. Mais au bout du compte, la réalité, c'est que malgré... comme je l'ai dit, on a beaucoup de responsabilités, on a beaucoup de pouvoir sur l'économie canadienne, d'accord? Mais il demeure qu'on a vraiment un seul instrument. Et cet instrument est au niveau national. D'autres questions? Donc, ça met un terme à notre déjeuner-conférence. Merci beaucoup, M. Vincent, d'être venu. C'était très, très intéressant comme conférence. Merci beaucoup pour votre accueil et puis merci pour les questions. Hein. C'était vraiment très intéressant. Au plaisir.